Je ne vais pas vous présenter Alaa Al-Aswani parce que vous le connaissez tous depuis l'immeuble Yacoubian et depuis ses nombreux romans. Il va publier dans quelques jours un livre intitulé Extrémisme religieux et dictature, c'est bien cela. Vous arrivez d'Égypte et j'imagine que les propos qu'a tenus Michelangelo en tant qu'artiste engagé vous ont semblé bien enchanteurs par rapport à la réalité que vous vivez et que vous n'analysez pas simplement, mais que vous éprouvez quotidiennement. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que M. Pistoletto a dit. Et je pense que c'est le moment de trouver une nouvelle vision de ce monde. Je pense il y a des préjugés sur les deux côtés. Peut-être c'est plus facile euh, de, de voir le monde à travers, ou de voir l'autre côté du monde à travers des préjugés. Parce que quand on a les préjugés, les stéréotypes, on n'est pas obligé de réfléchir, on n'est pas obligé de découvrir la vérité. Je trouve que c'est exactement ce que j'ai essayé de présenter dans mon livre à travers des articles sur l'extrémisme religieux. Moi, j'ai découvert à travers mes lectures que vraiment l'islam, c'est une religion comme les autres. Ce qu'on voit maintenant, cette barbarie qu'on voit chaque jour par Daesh, c'est simplement l'application d'une interprétation très fermée, très violente de l'islam, qui est le wahhabisme. On ne dit pas ça souvent pour des raisons que je ne comprends pas. Et vous pouvez, normalement, vous pouvez vous poser les questions, mais si ça, c'est l'interprétation mauvaise de la religion, mais où est la bonne interprétation? Ça, vous avez le droit de poser ces questions. La réponse sera, on a fait en Égypte une interprétation de la même religion à 1899 par un grand penseur qui s'appelle Mohamed Abdou. Et c'est grâce à cette interprétation très ouverte et très progressive de l'islam que l'Égypte a vraiment, malgré le fait qu'on était à l'époque colonialisé par les Anglais, mais l'Égypte a présenté une société civile très efficace. Seulement, je vous donne un exemple. Par exemple, le 1933, l'Égypte a fêté la première femme pilote égyptienne, qui s'appelle Lotfeya Nadi, et c'était la deuxième femme pilote du monde, vous voyez. Et on était musulmans à l'époque. Alors, là, cette barbarie qu'on voit à la télévision n'est pas la religion islamique, mais c'est une interprétation mauvaise et dangereuse et pourquoi on a fermé les yeux? On a fermé les yeux, ici je parle des gouvernements occidentaux, à cause du pétrole. Parce que la préparation idéologique de ce terrorisme se passe dans des pays où il y a vraiment du pétrole qui amène beaucoup de l'argent pour pas mal de gouvernements occidentaux. Alors, on n'essaye pas vraiment de critiquer les amis de l'Amérique, les partenaires de business, et on ferme les yeux. À un moment donné, il y a des gens qui appliquent l'idéologie wahhabite, et je vous dis simplement, chaque wahhabite est vraiment un potentiel terroriste et il peut le lendemain, parce que l'interprétation wahhabite, c'est une interprétation très fermée contre presque tout le monde, contre la femme, contre les musulmans qui ne sont pas wahhabites, qui sont pour les wahhabites pires que les chrétiens, vous voyez. Et c'est une interprétation du désert, vous voyez.
Et, par exemple, le problème de burqa qui existe, qui devient visible de temps en temps en Europe, simplement parce que la plupart des mosquées en Europe sont soutenues par l'argent wahhabite. Alors, ce sont des associations wahhabites qui soutiennent les mosquées et qui envoient les enseignants des religieux. Alors, ils enseignent le wahhabisme. Au contraire, 1899, M. Mohamed Abd, dont je vous ai parlé, qui a construit l'interprétation égyptienne de l'islam, a dit que le burqa n'a rien à faire avec la religion islamique et c'est une habitude qui vient du désert. Alors, on voit la même religion avec deux interprétations contradictoires. Moi, je suis laïque, je suis absolument pour la séparation entre la religion et l'État, mais je sais très bien qu'on ne pourra jamais séparer la société de la religion. Parce que je pense que notre devoir est séparer la religion de l'État, mais la société, séparer la religion de la société, c'est un peu, pour moi, très difficile parce qu'à la fin, la religion, c'est un choix personnel. On peut pas parler de la démocratie, empêcher les gens de croire. Hein. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est être capable de présenter, quelle que soit la religion, de présenter l'aspect humain de la religion. Tant que nous pensions des autres comme des êtres humains, on a absolument le droit de croire ou de ne pas croire au Dieu. Mais au moment, et ça c'est arrivé dans toutes les religions, au moment quand nous sentons que nous avons, nous seulement, la seule bonne religion et les autres ne l'ont pas, nous devenons vraiment dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Pourquoi? Parce que si je crois que j'ai moi seulement la bonne religion, les autres ne l'ont pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils n'ont pas les mêmes droits que j'ai. Et si les autres n'ont pas les mêmes droits que j'ai, alors ça me permet, hein, au minimum au niveau théorique, de violer leurs droits. Vous voyez? Alors ça, c'est très dangereux. Je suis pour la liberté de religion à condition que la religion soit séparée de l'État et qu'on doit garder l'aspect humain de la religion, quelle que soit la religion. Et comment le wahhabisme est-il devenu en Égypte une religion d'État? Non, n'est pas devenu une religion d'État, mais je vous dis que la dictature, c'est exactement, je vous remercie pour la question, parce que c'est exactement le point principal de mon livre, c'est que la dictature s'est profité tout le temps des fanatiques, des extrémistes. Pourquoi? Parce que pourquoi on laisse les extrémistes, on n'essaye pas vraiment de changer leurs idées. Et pourquoi? Parce que ça donne ce qu'on appelle l'alternative impossible. Vous voyez? Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, M. Moubarak, pendant 30 ans, il continuait à dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous acceptez une dictature, et c'est un terme, le terme que je vais dire maintenant, c'est un terme qui a été utilisé par Moubarak et par d'autres aussi, mais je trouve que le terme n'est pas vraiment spécialement intelligent. Et il a dit, est-ce que vous acceptez une dictature éclairée? Moi, je pense que ça n'existe pas, la dictature éclairée. Ou soyez préparés pour les extrémistes au pouvoir. Alors, il y avait pas mal de gens à l'Occident et même en Égypte qui disaient non, on va accepter Moubarak. Et le même jeu a été fait par Bachar el-Assad, qui a libéré, au commencement, c'était vraiment une révolution contre un tyran, un dictateur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré les extrémistes les plus dangereux. Hein. Et pourquoi? Pour changer la nature de conflit entre peuple dictateur et pour que ça soit dictateur éclairé, extrémiste. Alors,
la dictature, les dictatures arabes étaient tout le temps, avaient tout le temps besoin des extrémistes. Et ce qu'on voit à la télévision, c'est pas vrai. C'est que on essaye d'éliminer l'extrémisme. Ça, c'est ce que les dictateurs arabes disent aux gouvernements occidentaux. Mais c'est pas vrai. Sans les extrémistes dans le monde arabe, c'était très, très difficile de garder cette dictature pendant 30 et 40 ans. Alors, comment s'organisent les liens entre ces extrémistes qui sont utilisés par le gouvernement actuel et l'édification d'un régime qui pèse sur chaque individu? Comment ça se passe? Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ont la même vision pour le peuple, par exemple. Le dictateur voit que le peuple ne sait pas vraiment, il n'est pas préparé pour la démocratie, il n'est pas préparé pour faire des choix, et c'est le dictateur qui est, en un aspect, notre père, qui sait exactement ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. C'est à lui de décider. Et l'extrémiste, il voit le peuple à la même manière, mais pour des raisons différentes. Moi, je suis l'envoyé de Dieu, vous voyez. Mais pourquoi le peuple ne serait-il pas doué pour la démocratie? Non, mais le peuple, si on parle d'Égypte, on a fait une révolution pour se débarrasser des deux, vous voyez. On a maintenant des difficultés, mais je suis optimiste parce que je pense à la base que la révolution n'est pas seulement un changement politique. On peut achever un changement politique à travers un coup d'État, à travers des réformes, mais à la base, la révolution, c'est un changement humain. À un moment donné, les gens deviennent différents, euh, se comportent d'une manière différente. Les Égyptiens qui avaient peur d'une machine de police parmi les machines les plus terribles du monde de Moubarak, à un moment donné, ils se sont révoltés et ils se sont trouvés face à face avec les tireurs isolés, les snipers, et face à face avec la police, et ils ont dépassé cette barrière de peur. Et je pense que ça, c'est la leçon de l'histoire pour moi, c'est dès que ça commence à un pays, c'est impossible que les gens reculent. C'est pour cela que je garde mon optimisme. Mais je vous dis que les barrières, euh, la barrière devant nous comme peuple, c'est vraiment c'est un objet, si vous voulez, avec deux aspects, la dictature et l'extrémisme. Est-ce que dans la vie quotidienne, la liberté de parole, la liberté d'action est-elle entravée? Oui, mais aussi, pour être honnête, la situation en Égypte est vraiment n'est pas très confortable. Il y a des attentats tous les jours, vous voyez, des attentats. Hier, avant-hier, ils ont tué les terroristes à Sinaï. Ils ont tué 31 soldats jeunes et ils ont blessé des centaines de soldats. Alors, je ne suis pas d'accord avec le niveau d'expression de liberté d'expression qui existe maintenant et qui existait même sous Moubarak. Mais aussi, je m'inquiète parce que euh, euh, vraiment, on a des problèmes parce que ces attentats sont faits par des gens qui ont la même mentalité de Daesh, vous voyez, qui pensent que euh, ce, tous les gens qui ne sont pas pour les islamistes, et je répète, les musulmans sont les pires, sont des gens contre l'islam, contre Dieu, des infidèles, des agents de l'Occident, etc., etc. Et c'est normal et c'est leur devoir de les tuer. Alors, on se trouve ici dans une situation qui n'est pas facile et je pense qu'on doit attendre ou on doit attendre jusqu'à un moment donné, on pourra vraiment dépasser ce danger parce que vraiment, il y a un danger en Égypte de terrorisme, des gens qui tuent chaque semaine, parfois 2 fois ou 3 fois par semaine.
Ils font des attentats pour tuer les soldats, soit de la police ou de l'armée. Est-ce que ce n'est pas la notion même de la sacralité de la vie qui se trouve atteinte? Je ne comprends pas. Ils tuent et ils veulent bien mourir aussi. Oui, mais c'est leur problème s'ils veulent mourir, vous voyez. Oui, s'ils veulent mourir, moi, je ne suis pas obligé d'accepter que s'ils veulent mourir, qu'ils meurent, vous voyez. Mais aussi, on ne doit pas oublier qu'ils sont, je répète, ces messieurs de Daesh, ces terroristes qui font des attentats en Égypte, ils appliquent les idées qu'ils ont apprises pendant des années. Vous voyez, c'est l'application du wahhabisme. Vous voyez, alors ça ne veut rien dire. À un moment donné, si vous avez une école wahhabite, par exemple en France, vous devez savoir que c'est une bombe qui attend l'étincelle. Parce qu'on enseigne les gens le wahhabisme et à un moment donné, ils attendent les ordres. Et dès qu'ils reçoivent les ordres, ils peuvent vraiment faire des attentats. Alors, la séparation entre l'idéologie et le terrorisme, moi, je pense que c'est pas, c'est faux et c'est même dangereux. Le terrorisme, personne n'est né terroriste, mais on a un niveau idéologique qui donne au terrorisme, qui est le wahhabisme. On ne parle pas, on a laissé faire, et à un moment donné, on est face à face avec des attentats. On doit comprendre que ces attentats, c'est l'application de cette interprétation particulière, mauvaise interprétation extrémiste de la religion. Vous êtes en train de nous dire qu'avec un système d'éducation bien structuré, on peut faire de n'importe quel enfant un terroriste alors? Absolument. Et pas seulement un enfant. Si vous êtes frustré, mais c'est ça exactement ce que j'ai présenté dans mon roman L'immeuble Yacoubien. C'était un jeune comme les autres qui rêvait d'être officier de police. Et à un moment donné, il a été refusé d'être policier parce qu'à cause de son père qui n'était pas, qui vient son social background. Et aussi, il a été arrêté, humilié, violé au prison. Alors, on le pousse pour vers la violence. Et si, c'est ce qui s'est passé dans le roman, si il a un enseignant qui est wahhabite, c'est très facile de faire un terroriste de ce monsieur. Alors, on doit, je pense, et je pense même en Égypte, j'espère je pense qu'on a commencé à faire ça de toute façon. On doit savoir quelle interprétation de l'islam est enseignée et où et par qui. Ça, c'est très important. Vous voyez, on respecte les églises en Égypte parce qu'on a des chrétiens en Égypte. Mais si à un moment donné, on se rend compte que on enseigne dans les églises que les autres sont des infidèles et c'est très bien de les tuer tous, je pense que l'État, n'importe quel État, il doit intervenir.